Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur l'alimentation hivernale des veaux d'embauche après un épisode de sécheresse. Mon nom est Yannick Drouin, donc je suis agente de projet à la direction des communications et de la vie syndicale à l'UPA. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous accueillir, c'est d'être l'animatrice, donc je vais diriger un peu la rencontre d'aujourd'hui. Petit détail technique que j'aimerais vous dire tout de suite, si jamais vous avez des difficultés techniques pendant le webinaire, vous avez au bas de votre écran un icône qui est inscrit soutien technique, donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer là-dessus, puis il y a quelqu'un qui va vous aider à régler le problème. Sinon, vous avez aussi la petite case de commentaires. C'est par là que vous pouvez en fait nous envoyer vos questions. Pendant toute la durée du webinaire, en fait, vous pouvez nous envoyer vos questions. C'est ma collègue ici, Eve, qui va les prendre et pourra les transmettre. Alors, pendant toute la durée, envoyez vos questions, puis on pourra les traiter à des moments opportuns lors de la séance. Alors, je vous explique le déroulement de la journée aujourd'hui, plutôt du matin. Aujourd'hui, on va discuter, entre autres, des premières actions à mettre en place à la ferme après un épisode de sécheresse. Donc, on va discuter de sevrage aussi. On va discuter de stratégies d'alimentation mises en place pour s'adapter lorsqu'on vit un épisode de sécheresse. Et évidemment, c'est pas moi l'experte aujourd'hui, c'est les gens qui sont ici. Donc, je vais leur laisser la parole. Je vais les laisser se présenter à vous. Donc, vous pourrez ainsi mieux les connaître pour la suite. Je vous laisse aller si vous voulez vous présenter, votre ferme, votre région, un peu dire qui vous êtes. Je m'appelle Jean-Thomas Maltais, je suis le président du comité de mise en marché Vaux-d'Embauche. Ma ferme se situe au Saguenay-Saint-Jean, j'ai environ 200 vaches veaux. Et puis, c'est pas mal ça. Merci. Mon nom, c'est Guy Lapointe. Je suis récemment producteur de bœuf. J'ai pas un petit troupeau, j'ai 15 vaches dans l'Outaouais. Je garde tous les veaux jusqu'à l'abattage, puis je vends la viande. Mais je suis aussi un ex. J'ai été travailler pour ma PAC 30 ans de ma vie. Je suis à la retraite depuis 2 ans. Fait que, bonjour. Merci. Et Martin Drainville de la région de Lanaudière devait être ici aujourd'hui, donc c'est moi qui le remplace pour une partie du webinaire. Ève Martin, directrice mise en marché pour les veaux d'embauche aux producteurs de bovins du Québec. Merci. Donc, comme je disais, Ève est ici aussi pour agir à titre de co-animatrice. Donc, elle va aussi prendre les questions, comme je disais, que vous allez adresser, mais elle est là aussi pour discuter. Donc, vous allez voir aujourd'hui une formule conviviale. Donc, on va vous présenter des informations, mais on va aussi discuter, puis on vous invite à la discussion. Alors, mais pour commencer, en fait, premier bloc, dites-moi donc, il y a eu cet été un épisode de sécheresse. Bon, vous avez observé différentes problématiques à la ferme, sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Par quoi qu'on commence? Parce que j'imagine qu'il y a comme plein de choses à faire, mais par quoi on commence quand on vit une difficulté comme ça? Mais cette année, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui ont été touchées par la sécheresse. Fait que souvent, c'est facile. Tu dis, ben, je vais racheter du foin un petit peu éloigné de chez nous ou d'une région adjacente. Mais cette année, souvent, la région où il y a peu de foin, c'est extrêmement grand. Fait que là, le foin, en augmentant de prix, il faut gérer mieux nos inventaires. Puis c'est beaucoup plus difficile. Il faut prendre les bonnes décisions parce que nourrir des vaches peut-être avec du foin à 70 la balle, là, ça, c'est un exemple. C'est sûr, si on remet ça à la tonne, chacun est différent, mais il y a des fois, c'est pas rentable non plus. Faut aussi bien adapter ses pratiques dans ces moments-là. Encore mieux qu'à l'habitude. OK. Donc, on analyse en fait qu'est-ce qu'on a. Est-ce que, tu sais, avant de commencer à faire une action, de dire, OK, ben il faudrait que j'achète ou faudrait que je vende, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, on regarde qu'est-ce qu'on a? Au début, on regarde ce qu'on a aussi comme inventaire d'animaux. Ouais, c'est Combien ça. on a de vaches, combien on a de veaux, les tares, les génisses, les taureaux. OK. Puis, c'est certain que essayer d'engraisser des vaches en hiver qui sont très maigres, c'est plus difficile. Fait que là, il faut voir le prix de revient de notre foin. Si nos fourrages si on peut des fois s'arranger, là, c'est quand même correct. Mais sinon, on est peut-être mieux de réformer une vache qui serait trop maigre avant l'hiver, qu'on sera pas capable de rengraisser, que de la nourrir tout l'hiver, puis finir par la vendre presque au même prix au printemps. OK. Guy, de ton Puis il y côté, a Richard? une autre chose aussi qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est des analyses de fourrage. Parce qu'il faut faire le bilan de la quantité de fourrage que l'on a, mais aussi la qualité. Puis aussi, je pense que c'est vraiment important dans cette situation-là de travailler avec
un consultant en alimentation parce qu'il y a différentes stratégies qu'on peut faire, puis on est habitué dans le vachevaux de soigner du foin, puis c'est sur ça du foin ou l'ensilage. Mais des fois, quand que le foin il est super dispendieux, il y a d'autres alternatives qu'on peut faire. Puis ça peut être soigner des concentrés, ça peut être ça. Mais d'abord et avant tout, en partant avec l'analyse de fourrage, on va savoir la qualité, puis faire différentes stratégies, différents les aliments que l'on a. OK. Puis si on regardait par rapport à chacune des catégories d'animaux sur une ferme de veau d'embauche, là, comment vous nourririez les vaches, les taureaux, les veaux? Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de faire des groupes. Quand on peut faire des groupes, on fait des groupes. Ensuite, là, on voit si on a beaucoup de fourrage riche ou peu de fourrage riche. Si on a, disons, on garde tout ce qu'on a en inventaire, on garde si on a des céréales en inventaire. Ensuite de ça, on regarde si on peut faire, si on sépare on fait des sevrages hâtifs ou des choses comme ça. Puis ensuite, la base, c'est vraiment d'inventorier tout ce qu'on a, hein. Autant alimentation que du côté animal. L'état de chair des vaches, tu prends ton état de chair, les vaches sont à 2 ou à 3 ou à 4, puis là, on part de là. Puis là, on peut voir quel fourrage on va Dans le fond, on évalue la condition de l'animal, des animaux, en fait. Des animaux et tout ce qu'on a en inventaire d'alimentation. Si on a des bons produits, si on a des bonnes céréales, est-ce qu'ils sont adaptés à nos fourrages? Parce que si on a des céréales qui sont hautes en protéines, on a déjà un fourrage haut en protéines. Ça serait peut-être mieux de le vendre puis de racheter une céréale qui est haute en énergie pour compléter. OK. Pour compléter avec des bonnes choses. Puis ce qui est encore super important aussi, surtout, mettons, pour les vaches, on a des vaches terries, soit des vaches en lactation, dépendant de la période de vélage qu'on a. Mais c'est important aussi de séparer les animaux. C'est sûr que c'est beaucoup plus d'ouvrage, mais si on fait des rations super serrées, des fois, on a avantage à faire des groupes d'animaux. C'est sûr, vaches terries, vaches en lactation, en partant, c'est deux groupes différents. Mais aussi des vaches selon leur état de chair et selon le comportement aussi. Les vaches qui sont super dominantes, parce que si on a une ration qui est plus limitée, qu'on ne soigne pas nécessairement à volonté, la dominante, elle va tout manger le foin, puis la dominée va rester en arrière, puis elle va devenir plus maigre. Fait que c'est là qu'il faut les séparer pour être capable. Les dominantes, on les met ensemble, puis les plus maigres, on les met séparés pour être capable d'alimenter adéquatement selon les besoins. Parce qu'en pénurie fourragère, on est capable de donner moins grosse quantité d'aliments que les animaux mangent à volonté, mais il faut qu'on s'assure que tout le monde mange en même temps. S'ils ne mangent pas en même temps, c'est là qu'on a un problème là, qui est vraiment important là-dedans. Puis quand si tout le monde mange en même temps, on peut rationner le bon fourrage, puis ensuite compléter avec... tu peux compléter avec de la paille là, sans problème, là, si les vaches mangent en même temps. Mais comme disait Eddie, s'il y a 3 vaches qui ne mangent pas puis ils mangent juste de la paille, vous allez voir dépérir, là, ça ne sera pas long. Mm. Puis peut-être aussi une stratégie qui est importante, si on a du foin de moins bonne qualité puis du foin de meilleure qualité, c'est important qu'on soigne toute la moins bonne qualité en même temps puis la bonne qualité une autre fois différente, parce que si on fait juste... on met une mangeoire avec du foin de super qualité puis du foin de moins bonne qualité à côté. Les dominantes, ils vont toutes manger ce foin-là, puis les autres vont avoir le foin de mauvaise qualité. Fait que c'est important là, que ce soit uniforme, que les vaches aient toutes le même accès en même temps et le même fourrage. Sinon, puis pour compléter ça, pour avoir parlé avec plusieurs personnes, plusieurs experts en alimentation, c'est une journée beau foin, une journée mauvais foin. Dans le rumen, il n'y a aucun problème. C'est là que s'il y en a qui se posaient la question, là, puis moi, par le passé, souvent, là, je l'ai pratiqué cette chose-là. Puis, il y a aussi l'état de chair. C'est important de prendre en considération quand on commence, mais durant tout l'hiver, il faut faire un suivi de l'état de chair, puis pas juste... du tracteur à regarder, il faut toucher les vaches, il faut s'assurer qu'on est dans une bonne situation. Parce que s'il y a une vache qui a un problème quelconque puis qu'elle maigrit plus qu'un autre, mais il faut la mettre dans un autre groupe, sinon on va avoir des problèmes de reproduction plus tard. Fait que c'est important de faire le suivi de l'état de chair durant tout l'hiver pour s'assurer que notre stratégie d'alimentation, on a beau manquer de fourrage, mais il ne faut quand même pas que les animaux ils dépérissent durant l'hiver puis qu'on ait des problèmes de reproduction ou des pertes de veau l'année prochaine. Parce que dans le fond, on veut que les vaches ils restent en veau, qu'il y ait des veaux l'année prochaine. Ça, j'imagine aussi, c'est dès l'été, en fait, dès que la situation, dès que les chaleurs commencent, c'est là qu'on commence aussi à mettre en application ça, à voir un peu son stock pour prévoir. Là, je pose la question même. Là, parce que c'est 3 mois avant, temps normal. OK. Si à 3 mois avant, les vaches n'ont pas un état de chair, tu vas avoir un problème au saillie, c'est certain. Okay. Comme les minéraux, souvent, il y en a qui ils vont arriver en période de saillie, puis là, ils vont dire, là, je donne des bons minéraux. Mais non, c'est trop tard. Okay. Là, c'est 2-3 mois avant, il faut vraiment qu'il y ait des minéraux à l'année. Encore plus particulièrement cette année,
quand les qualités de fourrage varient, les minéraux, c'est encore plus important. On le voit quand on a un fourrage qui est très, très bon en protéines, en énergie, en minéraux, en tout. On voit la consommation de minéraux diminuer automatiquement. Okay. Que souvent, quand on est en pâturage l'été, puis le pâturage est super beau, il est abondant, ça va presque. Moi, souvent, la consommation de minéraux diminue de la moitié. Puis à un moment donné, tu le vois, quand tu commences avec des fourrages, des fois de moins de qualité, là, la consommation de minéraux, la vache, elle en a besoin. C'est pas un caprice, ça. Quand elle a besoin de minéraux, elle va en manger plus. Quand elle n'a pas besoin, elle va en manger moins. OK. Et aussi, la reproduction, c'est le facteur qui est le plus affecté quand nos rations sont plus serrées. Puis ce qu'on veut, c'est que nos vaches, s'ils ne sont pas gestantes, qu'ils deviennent gestantes selon la période de CI que le producteur a sur des valeurs d'automne ou de printemps. Mais c'est encore là que l'état de chair, une vache qui maigrit tout le temps, si dans le temps de la reproduction, ben c'est court une chance qu'elle ne viendra pas en chaleur puis qu'elle ne sera pas gestante, puis on va avoir une conséquence de la vache l'année prochaine. Parce qu'on veut qu'elle ait un veau à chaque année. Fait que c'est important là, c'est là que je pense qu'il faut vraiment travailler avec un consultant pour l'alimentation, parce que l'alimentation, on a beau dire dans le bœuf, c'est facile, mais c'est relativement complexe, puis différentes stratégies. On peut soigner beaucoup de concentrés d'une vache, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qu'on ne voit pas usuellement, mais en pénurie, on peut rationner notre foin puis mettre des concentrés, mais là, il faut que la ration soit équilibrée. Au point de vue d'énergie, protéines, des minéraux, comme Jean-Thomas disait, il faut s'assurer que tout le monde, que les vaches, l'alimentation soit adéquate. Fait que la consulter, je pense que c'est essentiel. Puis j'imagine aussi qu'il doit y avoir dans les différentes stratégies à mettre en place, ça ne doit pas être pareil dans le fond, le veau ou la vache. Il doit y avoir une façon de réévaluer l'alimentation des groupes, en fait. Oui, le veau, la vache, la tare gestante, la génisse, tout. Il faut vraiment que le programme soit fait. Puis il y a tellement des beaux programmes qui sont faits par les nutritionnistes maintenant. Puis la majorité du temps, je vais vous dire, quand vous prenez des produits d'une entreprise, le programme est totalement gratuit. Okay. Fait que là, on arrive, l'analyse de fourrage est rentrée, l'analyse de grain est rentrée. Souvent, les personnes essaient d'utiliser tout ce que tu as sur la ferme. Sinon, tu dis, ben, moi, j'ai de l'orge, j'ai du maïs, j'ai du foin de telle qualité. Tout est rentré là-dedans, puis après ça, comme pour les veaux, par exemple, maintenant, tu dis, ben, moi, je veux 3 livres par jour de gain en sevrage. Il marque 3 livres dedans, puis là, il te sort tout au complet ce que tu as besoin pour arriver à ça. Si tu vois que ton fourrage est trop pauvre, tu peux te dire, ben, moi, cette année, je vais prendre 2,8 livres, ça va être assez pour moi, ça va me coûter tel prix à alimenter en supplément, puis en concentré. Eve, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ce bloc-là? Moi, je pense qu'on pourrait passer au suivant. Parfait. En fait, Jean-Thomas, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Une des stratégies, en fait, une fois qu'on a fait l'analyse, qu'on a bien évalué les animaux, le fourrage, le sevrage. Donc, tu en as parlé du sevrage. Comment tu as fait ça ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? En fait, quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude d'en faire. Non, exactement. Puis des fois, on a l'habitude, on voit beaucoup des gros veaux après des grosses vaches, puis c'est bien plaisant aussi. Mais il y a une dizaine d'années, j'avais eu, en 2008, on avait eu dans ma région une petite sécheresse aussi. Puis là, j'avais eu des grosses répercussions, puis j'avais commencé à faire du sevrage hâtif à ce moment-là. Puis j'avais tout le temps peur de sevrer un veau trop petit. Parce que des fois, c'est bien beau faire des groupes, là, mais on peut pas en faire 50 ces fermes. Quand tu as 2, 3, 4 groupes, là, c'est le maximum. Parce que ça devient trop difficile à gérer, puis trop onéreux aussi. Si tu restes 3 vaches avec des veaux, mais ils pèsent 300 livres, ben, t'es aussi bien de ne pas faire de groupe avec 3 vaches, puis de les embarquer dans l'autre groupe. Puis j'avais bien aimé ça. Moi, je me sentais pas à l'aise avec ça, puis là, j'ai dit, est-ce que je fais ça la bonne affaire? Puis là, il y a un nutritionniste, pour pas le nommer, c'est Bruno Landlois. Il m'est arrivé avec des études américaines là, qui étaient très bonnes, puis il m'a dit non, il dit, tu peux sevrer un veau plus jeune. Des fois, il y a un coût un petit peu plus élevé, mais quand tu es en période de manque de foin ou quelque chose comme ça te revient moins dispendieux, puis c'est plus facile à gérer de sevrer hâtivement. Puis quand c'est sevré hâtif, la vache, ça mange beaucoup moins, puis une vache séparée d'un veau, ça mange moins qu'une vache avec un veau quand le veau est trop rendu gros. Fait qu'en période que le foin est dispendieux, t'es mieux de séparer les deux, ça va être beaucoup plus économique. C'est sûr quand les lieux le permettent aussi, là. On va en parler tout à l'heure pour comment faire ça. Mais donner des concentrés aussi. Quand il manque de foin, acheter du foin à passer 50$ la balle. Moi, j'ai toujours calculé que sur mon entreprise, de jamais faire ça, c'est mieux acheter des concentrés. OK. Dans une période comme présentement, on entend là, que le maïs cette année a un petit peu de toxines. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être donné aux veaux
pour le sevrage? Les veaux peuvent avoir quand même une bonne absorption des toxines, mais il faut faire attention avec les animaux en gestation. Mais il faut encore là, il faut consulter, je reviens avec mon autre clou, mais c'est parce que les animaux, des aliments avec des toxines, on peut en prendre. C'est une question de dilution avec la ration totale. Quelle sorte d'aliments d'autres qu'aliments qu'on a? Si on donne du maïs-grain qui a un peu de toxines, puis qu'on donne un foin qui n'a aucune toxine, bien, ça fait une dilution, puis il n'y a cause pas de problème. Mais en même temps, il faut vraiment s'assurer que faut pas en mettre trop, mais ils sont capables. Puis les animaux, mettons, en sevrer, c'est plus mieux pour eux autres qui s'en vont pour l'abattage. Des vaches en gestation, ben là, il faut faire encore plus attention parce qu'il faut pas les faire avorter non plus. Puis les toxines, il faut question d'éviter ça. C'est une question de quantité. C'est juste là qu'il faut avoir l'analyse puis la quantité qu'on lui donne pour avoir un seuil de tolérance qui est acceptable selon les animaux. Puis des fois, on peut penser que nos grains sont corrects, ils n'ont pas de toxines, mais des fois, on fait le saut. Il y a des années dans des régions. L'année passée, nous autres, tous les grains, peu importe ce que tu avais fait, le produit que tu avais mis dedans, il y avait des toxines. Cette année, peu importe ce que tu faisais, tu n'avais pas de toxines. Il n'y avait même pas de. Tu n'aurais fait aucune analyse, tu étais sûr à 100% de ne pas en avoir. Fait qu'on pense qu'on donne peut-être un avoine, pas de toxines, puis il y en a. C'est à ce moment-là que l'analyse est extrêmement importante. Puis c'est sûr qu'il faut utiliser les outils disponibles, puis des fois, les enclos. Un outil que moi, je pense qu'il est vraiment facile d'utiliser, cette clôture électrique pour séparer les animaux, pour faire des groupes. Il s'agit juste mettre une clôture. Puis même pour les veaux, quand ils sont avec les vaches, ils ne sont pas sevrés. L'alimentation des veaux, eux autres, on peut lui donner alimentation à dérobée. Mais des fois, on peut faire un enclos pour les veaux, puis on lui fait une entrée, juste les veaux passent, puis les vaches n'ont pas accès. C'est quelque chose qui nous permet de soigner les veaux différemment là, avec les vaches. Parce que les animaux dominants, une vache, il ne donnera jamais l'espace à mangeoire pour son veau aille manger. Là. Les veaux vont toujours manger en dernier, ou si on accès à quelque chose de mieux, ils vont être capables d'y aller à côté. Puis là, c'est une question d'entraînement, mais une fois que les veaux ont compris qu'ils peuvent aller à cette place-là, qu'il y a quelque chose, un traitement de faveur pour eux autres, ils vont y aller facilement. Ça peut être juste une barrière avec une chaîne, une clôture à 2-3 pieds. Les vaches, ils vont le respecter. Les veaux peuvent passer en dessous. Puis c'est des installations qui coûtent presque rien. C'est un petit peu de temps, mais qu'on est capable de mieux gérer les animaux avec ça aussi. Puis il y a plusieurs types d'alimentation. On peut donner du foin à la dérobée aux veaux, de meilleure qualité. On peut donner du grain. On peut donner juste de l'avoine ronde. On peut donner de la moulée à dérober. Toutes les possibilités sont là. C'est dépendamment aussi la vitesse qu'on veut se finir nos veaux. Là. Dans ce l'âge de deuxième, troisième couple, que les vaches, qui n'ont pas accès, que les veaux, ils vont aller dedans, puis juste l'odeur, ils vont le manger. Une fois qu'ils ont goûté, ils vont y aller. Puis aussi, quand on arrive, puis on habitue le veau déjà à manger à la dérobée, il est habitué à manger du grain. Fait que lors du sevrage, c'est pas mal plus facile. Là, tu peux y aller avec plus de grain, puis là, tu économises encore plus de foin à ce moment-là. Puis c'est une façon de sevrer aussi. Si les veaux ont accès à un endroit, sont habitués avec cet endroit-là, puis l'alimentation, le jour où on ferme la barrière, ben ils restent dans cet enclos-là, puis sont sevrés, puis le sevrage se fait sans stress, parce que le sevrage, c'est toujours une étape qui est super importante pour le veau de manquer sa mère, parce que c'est elle qui a montré depuis sa naissance quoi faire, puis là, du coup, on le coupe. Mais c'est un élément stressant, puis c'est des installations qui permettent de sevrer sans qu'il y ait de stress. C'est beaucoup moins de problèmes de santé. L'attachement à sa mère, c'est parce que c'est l'alimentation, c'est le lait que tu vas chercher. Ouais. C'est pas parce qu'il l'aime autant que ça. Il l'aime peut-être aussi, là. Mais souvent quand on... Moi, j'ai regardé, dans mon cas, je voyais des veaux, là, ils commençaient à avoir plus faim, puis il y avait plus de compétition mangeoire. Puis quand je sevrais, là, je donnais beaucoup de foin au veau, puis de la bonne alimentation, puis le sevrage se faisait très rapidement, parce que lui, son besoin premier, c'était l'alimentation, il était comblé. Puis après ça, là, c'était moins pire à ce moment-là. Et au moment du sevrage, Jean-Thomas, est-ce que tu gardes un contact visuel entre le veau et la mère? Le contact visuel est à privilégier, peu importe le moyen, avec des barrières électriques, des barrières peu importe la manière, si c'est dans un étable, si c'est à l'extérieur, le contact visuel est à privilégier pour... du moins les premiers jours, là, dans le minimum. Puis c'est moins de troubles aussi parce que comme moi j'ai des enclos d'hivernement en broche, puis j'ai mon étable pour les veaux l'hiver. Puis sevrer un animal puis le séparer, là, si la vache ou entend son veau, je peux vous dire que tiens, il y a 3 pieds de neige, puis tu étais rendu avec les motoneiges à courir les vaches pour essayer de les ramener dans les enclos, ça se fait pas. Là. Si la vache elle veut aller voir son veau puis les pieds gonflés, il n'y aura pas beaucoup de choses pour arrêter ça, une vache comme ça. Donc là, ça se fait beaucoup plus facilement. Et est-ce qu'un de vous deux a déjà utilisé le cavecin pour aider au sevrage des animaux, autant de laisser dans le fond le veau avec la mère, mais de couper l'accès à l'allaitement? Moi, j'ai essayé ça dans le passé.
C'est une bonne technique. J'appréciais pas plus que ça sur mon entreprise. C'est quand même du travail aussi, il faut se le dire. Puis il y avait des pertes un petit peu de gafson. Il aurait fallu que je les. Ça dépend aussi des tailles de troupeau, de la disponibilité du personnel aussi à gérer ça. Mais c'est un très bon moyen aussi. Puis il y a d'autres moyens aussi qui peuvent être utilisés. Toi, Guy, est-ce que tu avais une expérience avec. J'ai un petit troupeau, mais à l'été, je sais que j'avais une tare qu'il fallait que je sauve parce qu'elle avait des problèmes de santé. Puis j'ai juste mis cavesson avec le veau. Puis lui, il n'a pas compris qu'il faut se passer la langue à côté pour aller téter. Puis finalement, la vache a atterri. Puis ça s'est fait. Ils sont restés ensemble sans problème. Puis ça, j'ai enlevé le cavesson. Puis là, fait que ça peut être un outil. C'est sûr que c'est de la manipulation, mais ça peut être un outil si ça se sauve facilement, puis qu'une fois que le sevrage est fait, c'est plus un problème. Mais ça dépend de l'échelle, ça dépend où est-ce qu'on va aller, mais c'est un outil qui existe, qui peut être utilisé. Okay. Puis je sais pas si c'est le moment, mais on a des photos. Est-ce qu'on peut en parler ou on en parle un petit peu plus tard? Wow. Parce que dans le fond, des photos qu'on a, c'est pour un peu illustrer des mangeoires, donc ça l'explique un peu les pertes, en fait, des choses. Oui, c'est ça. Souvent, on peut avoir, c'est facile, perdre 10% de moins d'alimentation. Ça, c'est une de mes mangeoires que je me suis procuré l'an passé. Il y a comme des barreaux en 45 à l'intérieur, puis la vache, il faut qu'elle se rende la tête complètement dedans pour aller manger. Donc là, il y a moins... Okay. Moi, j'ai calculé qu'au minimum, c'est au moins 10% de moins de pertes en foin. Parce que dans le fond, le message, c'est ça, c'est que quand on est rationné, bien, on essaie de ne pas perdre pour rien. Là, donc, on modifie un peu notre équipement. Oui, c'est une habitude aussi. Là. C'est certain que cette année, le foin, étant donné qu'il est dispendieux, là, on y pense encore plus. Mais même en temps normal, le foin, il ne devrait jamais être gaspillé, à moins que si on manque de paille, mais là, on peut dire, moi, je donne beaucoup plus de foin, puis le reste, ils se servent pour les litières, mais quand cette année, on a une année rareté comme ça, puis le foin est à 50, 60, 70, 80 $ la balle, tu ne veux pas en perdre une graine. Fait que cette mangeoire-là, c'est une mangeoire usinée. Là. C'est 5-6 000 $, 24 pieds de long, je crois. Elle fait très bien, là, sur roue. Puis celle-là, j'avais une vieille... un vieux wagon à balle carrée. Puis on a tout utilisé le fer de ce wagon-là pour le refaire. Puis ça a coûté du temps, je vous dirais. Okay. J'avais ça dans le fond de la cour. C'est assez facile de s'en procurer. Là. Il y en a plein sur le marché ces types de plateformes-là. Puis j'ai fait des barreaux à 45. J'ai pas fait de rebord. Il n'y a pas de gaspillage comme ça. Là. Pour l'instant... Dans le fond, ça va bien parce que... il faut qu'il se rende la tête dedans le plus loin possible. OK. Puis il y a à peu près rien qui sort de ça. Là. Puis tu peux nourrir beaucoup de vaches. Puis ça, c'est facile aussi à tasser au pâturage. Si tu veux, tu sais, les vaches, on peut les laisser au pâturage. Tant qu'on a de l'eau, on peut les laisser au pâturage. Il n'y a aucun problème en hiver. Là. Fait que tout ça, tu peux déplacer facilement. Tu peux te faire un ice pack là, en la déplaçant. Là, tu gèles une bonne partie aussi de ton enclos. Tu peux l'amener où tu veux. Tu peux rapprocher tes vaches de la ferme avec ça, les éloigner. C'est sûr que quand ils voient la mangeoire, ils vont la suivre. Okay. Il y a peut-être juste que je vois le veau qui est pas loin de la mangeoire, là, selon la grosseur du veau, là, parce que là, lui, ce petit veau-là, on voit pas nécessairement la grosseur du veau, mais l'alimentation, quand ils ont juste accès à ça, des fois, là, s'il est trop petit, il y a moins accès à la mangeoire. C'est pour ça que d'avoir un accès à côté des veaux pour qu'ils puissent manger d'autres choses privilégiées, ça lui donne une chance, sinon ils vont... selon la grosseur. Là, okay. Puis je pense qu'on a une autre mangeoire aussi, on l'a-tu? Oui, on avait un exemple de mangeoire là, qui était peut-être moins adéquate. Ça, c'est une mangeoire parce qu'il y a potentiellement beaucoup de pertes là, parce que on voit qu'il y a beaucoup de... Puis une fois que le foin est à terre et que les vaches l'ont piloté, on ne leur mange plus. Fait que si on est en pénurie de fourragère, c'est peut-être une mangeoire à faire plus attention. Par contre, la litière est essentielle aussi pour les animaux. Ils ont besoin de litière parce qu'ils sont couchés sur la glace durant l'hiver. Pour les animaux extérieurs ou même dans le fumier en dedans, ça ne marchera pas non plus parce que les besoins alimentaires vont être plus élevés parce qu'ils ont besoin d'être confortables pour se coucher. Mais il y a différentes sortes de litières aussi. Peut-être qu'il peut y avoir du brandy, il peut y avoir de la paille de soya, dans d'autres pâtes qui peut être utilisée comme litière, que c'est pas nécessairement du foin. Fait que c'est là qu'il faut être la stratégie qu'il faut le faire. Parce que si les animaux n'ont pas assez de litière, moi j'ai vu des animaux en hiver qui avaient une alimentation parfaite, pas de litière, étaient couchés sur la glace, puis ils ont fondu durant l'hiver, ils sont venus super maigres. Parce qu'il n'était pas confortable. Fait que ça aussi, c'est important là, dans la situation. Okay. Puis aussi, ce que je vois dans cette image-là, c'est qu'il y a du foin qui a l'air assez sec. Fait que en période très froide, privilégier le foin plus sec, c'est beaucoup moins difficile pour l'animal à transformer. Okay. Aussi. Quand on a du foin... Ça demande moins d'énergie, dans le fond? Oui, exactement. Puis quand on a du foin humide, on le privilégie soit au début de l'automne ou au printemps.
de reprendre ces fourrages-là. Surtout comme dans le silage qui est super humide, que ça vient geler comme un bloc. Des fois, les vaches ne le mangent pas, mais parce qu'ils ne sont pas capables de le manger parce qu'ils n'ont pas, on sait tous qu'ils n'ont pas de dents haut, les vaches, là, mais d'être capable d'appréhender. Si c'est vraiment gelé comme un bloc, ils ne sont pas capables de le manger, puis là, ils vont être en déficience pour avoir des problèmes. Mais j'ai trouvé un avantage à la sécheresse de cet été. Au moins, on a tout du foin sec parce que tu pouvais faucher une journée, puis tu le ramassais la journée que tu voulais, puis il était sec. Il n'y avait pas de problème. Justement, il séchait vite. On avait un autre type d'installation et pour terminer, on avait ce modèle-là. Bien, ça, c'est des mangeoires qui ont été faites par un producteur. C'est tout simplement des barils plastiques qu'il a récupérés. Mais c'est une façon, quand on soigne du concentré pour les veaux, des veaux de semi-finis, c'est une façon de le faire, mais mettre le concentré là-dedans, c'est quelque chose qui se fait très bien. Puis c'est drôle, ce producteur-là, quand il soigne les animaux dans cet enclos-là, je pense qu'il y en avait une 50aine, mais quand il soigne, il y a toujours des animaux qui sont plus vite que d'autres. Il commençait toujours à soigner comme par l'eau debout. Fait que les plus lents qui arrivaient à la fin, ben il y avait du grain qui restait dans ce bout-ci de la mangeoire parce que le producteur commençait à soigner plus loin par le temps qu'il arrive. Puis encore là, c'est l'observation puis le comportement animal qu'il faut vraiment regarder comment qu'il marche. Puis que ça, c'est important que tout le monde en mange en même temps pour que si on veut contrôler la quantité qu'on lui donne par tête par jour. Donc, encore là, avec une ration alimentaire selon le fourrage qu'on a disponible. Puis autant, c'est pour le bien des vaches aussi. Là, un sevrage hâtif, la vache va avoir moins de misère à saillir. Si c'est trop demandé par son veau en lait, elle ne fournira pas. Fait que là, tu vas avoir des problèmes de saillie par la suite. Fait qu'un sevrage hâtif va aider le veau à faire un bon veau avec des bons suppléments, des bons concentrés. Puis la vache va demander moins de consommation de foin, mais elle va saillir plus facilement aussi. On a une question du public concernant justement la mangeoire sur roue. Quelle distance entre le côté de la plateforme et la base du 45 degrés? Je vous dirais, c'est pas moi le soudeur officiel, c'est mon frère. Je pourrais vous faire parvenir ça par la suite, mais on essayait surtout au centre, parce que quand tu déposes la balle, il y a un certain poids qui n'arrive pas trop loin là, d'un barreau. Là. La balle peut presque s'appuyer par terre. Là. Il doit y avoir environ, entre le centre, il doit y avoir peut-être un 3 pieds et demi environ. Là. Ça, c'est une mangeoire, une plateforme standard, ça doit avoir 8 pieds de large probablement. Donc, il doit y avoir environ presque 4 pieds au milieu, entre les deux barreaux en 45. Fait que si tu dis 7 pieds moins 4, ouais, environ 2 pieds à partir du bord. Ça, c'est selon le plan de l'ingénieur. Oui, l'ingénieur. Puis il est en instance de brevet. Mais il avait signé son devis. Est-ce qu'on a fait le tour des photos? Oui, au niveau des photos et des questions du public, okay. Ça va bien. Parfait. Puis, je me souviens, là, je vous lance des mots, en fait, parce que je me souviens dans la discussion qu'on en avait parlé, mais qu'est-ce que vous pouviez dire à propos là, des clôtures électriques ou des brise-vents? Ça, je me souviens que vous en avez parlé, mais est-ce que ça vaut la peine qu'on en glisse un mot ici? Oui, bien, on peut faire des enclos quand même assez rapidement. En clôture électrique, c'est facile, là. C'est pas très peu dispendieux. On peut aménager ça dans les pâturages, parce que c'est certain qu'il faut être correct aussi avec l'environnement, respecter toutes les normes, mais des animaux pâturage, tu peux dire, ben, pour qu'il y aille un petit peu plus loin dans le pâturage pendant l'hiver, on peut faire un mur de balle ronde avec la clôture électrique pour pas qu'il détruise le mur. Fait qu'un brisement peut être fait rapidement. Puis séparer les vaches des veaux avec des broches électriques, c'est assez peu dispendieux également. C'est pour pas dire tout le temps utiliser peut-être que ça va être juste cette année aussi que vous allez avoir des pratiques spéciales, mais en temps de crise que vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça à peu de coûts également. Okay. Puis il y a aussi des fois, si on peut utiliser des boisés naturels, puis soigner les animaux près d'un boisé, c'est un brise-vent naturel qui peut être super efficace, dépendant de la situation de vos fermes, parce qu'il y a des fermes qui ont beaucoup de boisés, que c'est vraiment facile, puis d'autres qui en ont très peu, mais c'est important que les animaux, durant l'hiver, à l'extérieur, il faut qu'ils soient protégés du vent. S'ils ne sont pas protégés du vent, avec le vent, ils manquent beaucoup d'énergie, puis ils vont maigrir. Mais ça peut être un brise-vent artificiel, ça peut être un brise-vent naturel, ça peut être des balles, c'est un petit peu moins efficace. Mais en tout cas, un brise-vent, c'est important que c'est des planches qui sont ajourées, puis il faut que les planches, un mur plein, c'est pas efficace comme brise-vent. Si on a une planche de 5 pouces et demi, on met 1 pouce et demi d'espace entre les planches pour que ce soit beaucoup plus efficace. Sinon, le brise-vent, il est pas mal moins efficace. Puis
Il y a plein de plans qui existent sur le grille réseau, des brise-vents portatifs, ou qu'on peut en faire, ou que ça peut se vendre aussi. Il y a plein de façons là, qu'on peut faire. Mais si on est boisé, c'est sûr que ça fonctionne très bien aussi. Là, Mais en même temps, il faut qu'on s'assure aussi d'avoir accès à de l'eau. Ça, c'est un défi aussi. Mettons, à partir d'aujourd'hui, de dire que j'installe de l'eau pour des animaux. Ben, tout est possible, là, mais c'est un défi parce qu'il ne faut pas que ça gèle. Il y a différentes stratégies. Des fois, on peut avoir une source qui coule puis qu'on peut avoir par gravité que ça ne gèle pas. Ou il y en a que leur installation durant l'été, que l'eau est souterraine puis ça ne gèle pas puis on a accès à des mangeoires isolés. Il y a plein de façons de le faire. Moi, chez nous, j'utilise une pompe à Nain qui vient d'Alberta. Mais c'est les animaux qui, en buvant, qui poussent la pompe puis que l'eau monte. Là, puis ça fonctionne très bien aussi. Mais il faut avoir accès à de l'eau. C'est sûr que c'est essentiel. Les animaux, ils en ont besoin. Okay. Puis, comme moi, chez nous, j'utilise des abreuvoirs style Ritchie avec des ballons. Puis, je les ai mis, il y a plusieurs années, je les ai centrés dans mes pâturages. Un abreuvoir donne accès peut-être à 3 ou 4 pâturages. C'est comme des fins en triangle. Puis, tu ouvres la broche dépendamment où ils sont. Puis, ces abreuvoirs-là, je peux m'en servir à l'année. Si j'ai un problème comme cette année, je peux dire, ben, la vache va aller dans le pâturage. Je vais ouvrir la valve d'eau parce qu'ils sont tous à 6 pieds plus de profondeur. Puis, l'eau va couler comme en été, là. Okay. C'est sûr, ça prend le bon nombre de vaches pour la bonne abreuvoir, c'est important parce qu'un abreuvoir qui gèle l'hiver, c'est pas appréciable. Mais dans le futur, quand vous changez un abreuvoir, c'est tout le temps une question de coût, mais ça prévient bien des bobos par la suite. Là, avoir une bonne abreuvoir isolée. Moi, j'ai aucune électricité parce que je voulais pas avoir de fardeau de rendre le courant à 1000 dans le champ. C'est difficile et c'est dispendieux. Mais un abreuvoir, peut-être pour. Ça fait peut-être un petit peu plus petite que pour le nombre de vaches. Tu prends c'est mieux d'avoir un abreuvoir pour 50 vaches jusqu'à 60 vaches qu'un abreuvoir pour 200 quand tu en as 150 parce que là, c'est à ce moment-là qu'elle va geler. Puis là, à ce moment-là, tu peux faire des brise-vents dans ces pâturages-là, nourrir les vaches. Puis ça permet de continuer de dépendre ton fumier aussi pendant l'automne plus tardivement. Là. Puis, il y a des installations aussi qu'on voit comme ceux qui lisent la revue Cattleman, c'est une revue anglaise Cattleman, mais que des installations des fois juste avec un pneu, puis tu fais une base en béton, puis de l'eau qui coule par gravité, si on a accès, c'est sûr que là, faire ça pour cet hiver, là, on peut pas faire ça, mais de prévoir parce que dans le futur, là, on ne sait pas, là, mais des changements climatiques, on sait qu'on va de plus en plus d'extrêmes. Mais d'avoir des options pour être capable de gérer notre troupeau différemment, ben ça peut être intéressant aussi. Si on a de l'eau d'installer, puis qu'on va mettre les animaux là, puis un brise-vent naturel, puis qu'il y a de l'eau qui ne gèle pas, ben il y a des abreuvoirs, mais il y a aussi d'autres installations. Si l'eau coule tout le temps, là, ça cause pas de problème non plus. Mais dépendant de la grosseur puis de l'installation, mais il y a plein, allez voir sur Internet, il y a plein d'installations intéressantes là, qu'on peut essayer de faire. Puis les producteurs sont super débrouillards, là, ils trouvent souvent des façons là, qu'on n'a même pas pensé qu'ils vont le trouver que ça marche. Ouais. Okay. Puis à part le sevrage, parce que, bon, là, on en a parlé tantôt, mais est-ce que, d'après vous, il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser pour l'alimentation, pour gérer, trouver des solutions? Ben, on peut, si on veut absolument garder nos veaux et nos vaches, on peut donner un fourrage de très bonne qualité aux vaches s'ils ont toute l'alimentation en même temps, puis compléter avec de la paille aussi. Mais ils vont avoir la même protéine, puis la même énergie, les mêmes minéraux, mais au moins, il faut pouvoir compléter avec de la paille également. Il y a même, on peut donner de l'orge à dérober, comme les mangeoires tantôt qu'on voyait. S'ils mangent tout en même temps, c'est le principe que les animaux, il faut qu'ils mangent en même temps. S'il y en a 5 vaches qui vont dans le tas d'orge, puis ils mangent toute l'orge à tous les 5, puis il y en a 60 qui n'en ont pas, là, on n'est pas avancé. Mais si on est capable de faire C'est sûr, l'hiver, quand c'est gelé au sol, on peut mettre même du grain par terre, ça se mange très bien aussi. Ou j'ai vu des producteurs dérouler des balles. Tu prends les balles rondes, puis tu les déroules au complet. Fait que tu es certain que toutes les vaches vont avoir la même alimentation pendant, disons, 3, 4, 5 heures de temps. Puis après, quand il manque de fourrage, là, ils peuvent aller dans de la paille ou dans d'autres choses, ou dans du foin de vraiment moins bonne qualité. Puis encore là, je reviens avec le consultant. Il y a des rations alimentaires qu'on peut faire. Moi, j'avais fait un producteur qui avait chez nous, là, on manquait vraiment de fourrage. Les vaches ont passé une bonne partie de l'hiver juste avec du maïs en silage qui ajoutait de l'urée puis donnait de l'orge aussi. Puis les vaches, ils mangeaient 70% de leur consommation. Fait qu'on rationnait les vaches, mais la ration avait beaucoup d'énergie puis on était en état c'était des vaches terribles, ça a bien été. Mais encore là, faut voir différentes options qu'on peut faire puis juste acheter du foin à 50, 70 piastres la balle. Des fois, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres alternatives. Le maïs grain ou l'orge, ça peut être plus économique. Puis il faut juste avoir les installations pour le soigner, mais ça se fait, il y a différentes façons. Le foin avec les presses à balles rondes, là, des fois, on se demande tout le temps pourquoi une presse rotocote là, avec des couteaux, puis
Mais cette année, je vais vous dire, la presse, ça se paye très rapidement. Fait que quand vous achetez du foin, privilégiez peut-être du foin qui est déjà haché, en balle même, en balle ronde, ou peu importe. Ça va faire beaucoup moins de gaspiller aussi, là. Puis est-ce que, parce que là, moi, je connais pas ça, c'est votre travail, mais est-ce que c'est tous les producteurs qui peuvent utiliser la stratégie de sevrage, par exemple, pour quand, tu sais, on peut-tu décider, bon, ben, OK, c'est ça, faut que je fasse, ou moi, c'est juste impossible chez nous de faire ça? Chaque installation est différente. Si c'est pas possible, il peut y avoir des ventes plus hâtives aussi dans l'année. Quand on voit que les prix sont bons à l'encan, tu peux te dire, ben moi, je vais les vendre peut-être 2 semaines cette année plus bonheur qu'à l'habitude. Il y a des stratégies comme ça à avoir où je vais tellement bien les nourrir pendant peut-être les 2 derniers mois, je vais pouvoir les sortir 2 mois plus bonheur, mais ils vont manger du grain, mais ils vont être avec le maire quand même. On peut faire plusieurs choses comme ça aussi, là. On n'est pas obligé de se sevrer parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de producteurs qui n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les installations, ils ont rien pour faire ça, là. Puis il y a aussi peut-être quelque chose qui n'est pas usuel, mais déménager les animaux. Si on a des vaches terries, les envoyer à une autre région, un ancien parc d'engraissement qui est fermé, mais qui a accès à du fourrage, peut-être que ça peut être intéressant. Faut penser qu'une vache, ça mange énormément de foin. Ça peut à peu près 2 balles de foin par mois que ça a besoin. Mais si on déménage 40 vaches qui embarquent dans une vanne pour 5 mois, ben ça fait l'équivalent de peut-être 400 balles de foin qu'on peut aller, mais 400 balles de foin, ça équivaut à 7-8 vannes de foin. Mais c'est pas usuel de déménager des vaches, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Ou des semi-finis, au lieu de les faire à la ferme, les faire chez quelqu'un d'autre qui a de l'alimentation. Ou, il y a différentes façons qu'on peut voir qu'il faut se poser des questions, puis mais sortir des sentiers battus, des fois, ça peut être plus économique aussi que juste toujours faire la même chose qu'on a fait depuis 20 ans chez nous. Mais parlez-en avec vos confrères. Il y a peut-être votre voisin, peut-être qu'il y a des installations qui pourraient utiliser, que ça pourrait marcher, mais des fois, il faut être plus loin. Si on a une sécheresse, mais il y a différentes façons qu'on peut faire différemment, peut-être, sortir des sentiers battus. Puis avant de conclure ce bloc-là, en fait, on a mis disponible pour les gens qui nous écoutent un guide, en fait, de préconditionnement. Est-ce que vous pouvez, en fait, juste dire c'est quoi aux gens ce guide-là, puis à quoi ça peut leur servir? Oui, bien, c'est un guide qui avait été, c'est un guide de préconditionnement et de semi-finition qui a été élaboré là, par justement les gens au PBQ avec des collaborateurs externes, là, dont Guy avait participé là, lorsqu'il était encore à l'emploi du MAPAC. C'est un guide qui avait été envoyé aux producteurs et ça décrit vraiment bien qu'est-ce que c'est que le préconditionnement, de même que la semi-finition. Donc, le préconditionnement fait vraiment référence au sevrage des veaux. Ce guide-là, il est disponible, oui, sur le lien du site avec le webinaire, également sur le site des producteurs de bovins du Québec et possiblement sur Agri Réseau. C'est un livre là, d'une 20aine de pages maximum, somme toute bien faite, vulgarisée. Donc, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le sevrage de ces animaux, là, ce serait une bonne référence. On mentionne encore une fois, comme Guy le dit souvent, de s'entourer quand même de bons conseillers, principalement au niveau des rations. Et les sevrages hâtifs, ça, c'est une des stratégies que Martin a utilisées cette année. Là, habituellement, il sèvre ses veaux vers 500 livres à 5-6 mois d'âge. Cette année, il les a sevrés 2 mois plus tôt, là, plus vers 3-4 mois d'âge à 300 livres, là, pour justement permettre de gérer différemment son alimentation, d'avoir à moins nourrir ses vaches et se concentrer davantage sur les veaux. OK. Puis dans ce guide-là, il y a différents rations types aussi qu'on peut voir, là, que ça donne une idée de quelle sorte de ration qu'on peut donner, mais il y a selon les analyses, mais qu'on peut avoir ça. Puis toujours question de coût, il faut ramener ça à l'économique, comment ça nous coûte telle ration versus telle performance. Puis c'est toujours une question économique, si c'est intéressant ou pas intéressant à faire. Il faut le calculer, sortir notre crayon, notre calculatrice, puis c'est important de calculer. C'est essentiel. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour ce bloc-là? Jean-Thomas, est-ce qu'il y avait une suggestion par rapport à la gestion de la qualité des fourrages, peut-être avec d'autres producteurs, d'autres productions? Oui, exactement. Ben, on peut faire. Moi, j'ai eu une sécheresse à la deuxième coupe l'année passée. Là. Je suis pas chanceux dans la sécheresse ces derniers temps. Puis l'an passé, moi, j'avais des fourrages de bonne qualité. Puis un autre producteur qui avait des meilleurs. Moi, j'avais des meilleurs fourrages. Il y avait des fourrages en quantité moins bonne qualité. Puis j'y montais. Je montais des voyages de foin, puis genre de peut-être 18, 20, 22 de protéines avec une bonne énergie. Puis moi, je ramenais du foin qu'il avait fait. Lui, il me disait que c'était du foin de broche, mais moi, j'étais super content de l'avoir pour mes vaches taries, là. Puis, tu sais, on s'était fait un proportionnel. Je me rappelle plus exactement c'était combien, là, mais c'était peut-être 1,5 balles pour une, là, puis ça a super bien à faire.
Souvent des producteurs, des fois dans des secteurs, il y a beaucoup de producteurs laitiers, là, puis eux autres, ils ont fait un fourrage qui était moins de bonne qualité à la première coupe, puis ils en manquent un petit peu de... Puis cette année, on a pas mal tout ramassé si elle a ramassé un champ, fait des fois on a une troisième coupe qui est super bonne, puis on n'a pas tant besoin. Souvent, une ration pour les veaux, là, pour bien balancer ça, ça prend pas un foin d'extrêmement bonne qualité, souvent, des fois, j'arrive, puis c'est un 16 de protéines, un 16-18 de protéines, là, c'est en masse pour des veaux. Le reste, on balance avec des grains. Puis, si on a fait du meilleur foin, on le vend à la personne qui va mieux le rentabiliser. Puis, nous autres, on ramasse du foin de moins bonne qualité à ce moment-là. Là. Pas du foin, je parle pas du foin pourri, mais je parle du foin avec une protéine à 12 qui va très bien maintenir une vache tarie. Là. Puis si on est dans des régions qui ont du maïs en silage disponible à proximité, peut-être que ça peut être intéressant de mettre des rations, même si on n'en fait pas souvent. Un foin super qualité avec l'ensilage de maïs, ça fait un équilibre qui est super bon pour les semi-finis, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent être disponibles. Il faut regarder chacun de nos espaces, là, qu'est-ce qu'il y a de... Chaque région est particulière, puis nos voisins, les ressources disponibles. Ça peut être intéressant de s'en aller avec ça. Est-ce qu'on a d'autres questions, Eve? Non, je vais faire une dernière vérification. Non, parfait. Bien, on va continuer. En fait, le dernier bloc, c'est tout simplement un peu savoir comment vous avez vécu ça personnellement. Là, vous nous avez partagé un peu des solutions qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on doit faire, mais vous, concrètement, comment ça s'est vécu? Parce que là, on a dit des beaux portraits, mais il y a sûrement eu des essais, des erreurs, des trucs qui n'ont pas bien été, quelles solutions vous avez mis. Donc, je sais pas, peut-être 2 actions qui pourraient un peu, auxquelles les gens qui nous écoutent pourraient... s'identifier ou se reconnaître et dire « Ah ben moi aussi, j'aurais pu faire ça » ou comment ça a été chez vous? Dites-nous ça. Quand tu me poses cette question-là, je pense à mon assurance récolte, puis... C'était pas la question, c'était pas la question. Ils m'ont dit dormir sur mes 2 oreilles, puis... En tout cas, dépendamment de la station qu'on avait, on avait des paiements différents. Je vais arrêter là-dessus. Puis, j'ai pas pogné le meilleur paiement, disons. Fait que, à place de chialer là-dessus, mais c'est certain plus on prend de bonne heure le problème, plus c'est facile à le régler. Là. Moi, c'est certain que je suis habitué dans le passé. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, en période de sécheresse, planter plus de légumineuses. Moi, les graminées, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, il y a une sécheresse, t'as plus rien. Fait que j'avais déjà commencé à planter ça. Fait qu'il y a des champs, j'ai beaucoup moins peut-être d'impact. J'ai eu l'impact de la sécheresse parce que j'ai tous les types de sols, puis j'ai des terres de sable. Là, que la deuxième coupe, j'ai mis, je vais vous dire, l'engrais, j'en ai mis cette année 25 000 dans mes champs de foin. Il n'y a personne qui va pouvoir me dire t'as pas mis rien dans tes champs. Puis c'est des bons champs, drainés, puis tout. Fait que j'ai déjà une petite partie du problème-là de régler, une petite partie en faisant du pré-sauvage. C'est l'accumulation de plusieurs choses qu'on fait qui font qu'on règle le problème plus facilement. Du sevrage hâtif, une meilleure répartition de ses fourrages, un bon programme alimentaire. C'est toutes ces petites choses-là qu'ils vont faire. Puis, tu sais, là, j'avais prévu le coup. J'ai dit, je vais me faire beaucoup de paille. J'ai dit, on sait jamais, tu sais. Puis là, je suis correct, j'ai de la paille. Fait que je dis pas, je vais couper d'une balle de paille, il va m'en manquer. Je vais en donner plus. Fait qu'avec les années, plus on se prévient, ben mieux c'est. Là. C'est comme partout, là. Puis, moi, c'est une accumulation de ça sur ma ferme que je fais, là. Mais du sevrage hâtif, quand on manque peut-être beaucoup de fourrage en été, puis on manque de pâturage, c'est une pratique peut-être sans le faire à 300 livres, des veaux de 400-500, peut-être sur des fermes, il serait pas mal mieux sevrir que pas sevrir. Mais ça dépend aussi de... des fois, on voit des photos sur Facebook, puis ils ont le pâturage au genou. Là. Moi, j'ai jamais eu ça dans aucun moment de l'été. Puis il y a aussi... là, c'est certain, on a vraiment une neige hâtive. Mais en temps normal, il y a encore des animaux au pâturage au Québec. Là. Il y en a peut-être même en baie-grésil ou des choses comme ça encore aujourd'hui. Mais arrêter des animaux dans le pâturage puis continuer de laisser pousser le foin, c'est des bonnes pratiques à adopter dans le futur aussi. Là. Fait que toutes ces petites pratiques-là font que, en fin de compte, j'ai pas eu un gros chèque d'assurance récolte, mais j'ai réussi à m'en tirer quand même. C'est certain qu'il faut en rire, là, mais... quand on a le problème, il faut le régler sur notre ferme. Puis c'est tout le temps financier. Si c'était pas des problèmes financiers, la sécheresse, là, moi, je commanderais du foin à 80 la balle à matin. Puis c'est pas grave, ça va arriver. Mais tout le temps, il faut faire un minimum d'argent aussi sur nos fermes. Là. Fait que c'est tout le temps ça. Tu prends ta balle, puis on regarde le prix qu'elle vaut, on regarde le prix que... Puis même,
Si on réforme 10 vaches, puis les vaches, on peut vendre du foin pour 10 vaches, on a cette foin. Il n'y a rien d'interdit là-dedans. Là, sans baisser la production, tu gardes une génisse à la place qui va faire un veau l'année prochaine. Tu as échangé une vieille vache contre une jeune. Tu as vendu un petit peu de foin dans ton hiver. Il n'y a pas de... Il y a aucune interdiction là-dessus là, à faire ça. Là. Puis moi, c'est plus le conseiller qui va répondre parce que le producteur n'a pas beaucoup d'expérience là-dessus. Puis cette année, tu es quand même un petit chanceux dans mon cas pour la sécheresse. Mais il faut sortir des sentiers battus en sachant que des extrêmes de température vont en avoir de plus en plus. Cet été, on a eu des records de chaleur. Ça va-tu être c'est une exception ou ça va être ça dans le futur? Mais il faut voir nos stratégies de plantes fourragères. Peut-être avoir des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse, comme peut-être du festuolium ou du brome ou des choses comme ça, que la racine est plus profonde. La luzerne, on ne peut pas l'utiliser partout. Ça dépend des types de sols qu'on a, mais qui peut être intéressant. Des plantes annuelles aussi. Il peut y avoir du chou fourragé. Il y a plein de plantes qu'il faut aller. Du l'ensilage de maïs qui peut être fait comme pâturage, ça peut être fait aussi comme alternative. La seule chose, ces choses-là, il faut qu'on adapte la gestion et la quotidienne. Il faut faire ça différemment, mais si on soigne ces plantes-là, il faut qu'on lui donne jour par jour. Fait qu'il faut qu'on change la clôture une fois par jour pour le faire. Mais avec la clôture électrique, encore, là, je suis fatigué avec ma clôture électrique, mais c'est un outil qui est vraiment flexible puis qu'on peut faire presque ce qu'on veut avec ça. Puis quand les animaux sont habitués à une clôture électrique, c'est une barrière physique, mais ils respectent ça très, très bien. C'est les petits veaux qui sont plus récalcitrants, mais quand ils grossissent, eux autres, ils comprennent. Parce que moi, je pense que les vaches, avec le poids, ils sont beaucoup plus grondés, ils respectent la broche en titi. Les jeunes veaux, un peu moins, mais ça, il faut vivre avec ça. Mais l'outil de clôture électrique, je pense qu'on peut faire plein de choses et consulter, voyez, lisez différentes alternatives, différentes choses, puis les plantes. Puis peut-être aussi, là, je sais comme ceux qui ont eu la malchance d'avoir la sécheresse une deuxième année comme cette année, bien, si à l'automne, les pâturages ont été super rasés, là, parce que comme Jean-Thomas me disait là, que c'est des terrains de golf qu'il y a chez eux, bien, peut-être l'année prochaine, c'est pas facile à dire, mais il faut peut-être éviter d'envoyer les vaches trop vite pour s'assurer que les plantes ils décollent, pour qu'ils accumulent de l'énergie, parce que ça a été un super gros stress pour la plante cette année. C'est sûr que l'herbe est ça d'autre, puis on n'envoie pas les vaches encore dedans, mais s'assurer que la saison est vraiment commencée pour s'assurer qu'on a une bonne récolte l'année prochaine. Mais ça, c'est du cas par cas, puis on ne sait pas, des fois, il y a des années que les champs sont rasés comme un producteur. Même, je pense que c'est Martin qui me parlait de ça. Il dit, le champ peut être rasé, puis ça peut être ta meilleure année de foin. On ne sait jamais, de l'humidité, de l'eau au bon moment, de la bonne engrais, puis on peut avoir un record de foin cette année, là, on l'espère, parce que à un moment donné, c'est difficile pour les producteurs de sécheresse comme ça. Puis moi, cet été, j'ai même utilisé le champ de mon voisin comme un pâturage à dérober. Les veaux passant en dessous de la clôture, mais c'était un champ de céréales, là, puis les veaux ont commencé à y aller à l'automne, puis je peux vous dire, il n'y a plus de mauvaise herbe dans le champ du producteur voisin. Le voisin, l'as-tu? Oui, il savait. Il savait. Je l'ai remercié pour ça. Puis j'ai dit, quand ils te dérangeront trop, j'ai dit, je vais les ramener au complet. Mais tous les matins, je passais, puis là, je rentrais un veau dans mon pâturage, puis là, il allait un petit peu plus loin. Puis tout le monde durant ma plaie, j'ai dit, ben oui, c'est correct, il faut bien qu'ils se nourrissent. Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait ajouter dans ce bloc-là? Toi, de ton côté, ça couvrait ce qu'on avait discuté? Oui, passablement. Parfait. Puis, écoutez, ça fait... est-ce que vous aviez d'autres choses, vous autres, des idées, des solutions? Parler entre producteurs, des fois, on n'a pas pensé à de quoi. On va voir notre voisin, on dit, Caroline, c'est une super bonne idée, je vais faire ça comme ça. Parler à tout le monde. Plus on se réseaute, plus on se parle, plus on échange des bonnes idées, puis pas avoir peur de faire des essais. Si ça ne fonctionne pas sur notre ferme, on ne le reprend pas l'année d'après, c'est pas grave. Moi, j'essaie au moins une ou deux affaires spéciales par année. Là. Moi, recherche et développement, je l'ai fait moi-même. Là, puis j'ai le maïs en pâturage, je l'ai essayé. C'est une autre gestion. On peut semer du maïs autour de nos pâturages. Fait que, comme ça, tu arrives à l'automne, tu enlèves juste la clôture le long du champ. Puis là, il y a une petite parcelle de 2-3 arbres qui est libérée. Fait que ça fait des... Mais ça dépend de la ferme, ça dépend de la gestion, ça dépend de bien des choses aussi. Là. Puis peut-être qu'il ne faut pas avoir peur de dire si on a fait des erreurs, on a essayé quelque chose chez nous qui n'a pas marché, bien, c'est bon de le dire aussi parce que le voisin, il ne fera pas nécessairement la même erreur. Là, fait que des fois, partager, c'est plus facile de dire les bons coups qu'on fait que les mauvais coups, mais des fois, on a avantage à le dire, des fois des choses, ou peut-être que j'ai fait quelque chose chez nous, puis Jean-Thomas il l'a fait différemment, puis je l'aurais fait comme ça aurait marché. Là, fait qu'en échangeant, ça permet d'avoir que ce soit gagnant-gagnant. Puis
je sais, je suis fatigué avec ça, mais des rations alimentaires, je pense qu'une année comme cette année, qu'on a une pénurie fourragère, on a besoin de ça pour être capable des stratégies, pour que ce soit le plus économique, parce que c'est trop une question d'argent. Que ce soit, c'est l'argent, il faut qu'il en reste le plus possible à la fin. En tout cas, qu'on en perde le moins, dépendant comment est-ce qu'on regarde ça, mais il y a toujours une question d'économique qu'il faut avoir là-dedans. Puis un conseiller, ça coûte pas cher pour avoir un avis de quelqu'un d'autre. Ça. Puis si on modifie une vieille mangeoire comme j'ai fait, là, c'est vraiment pas dispendieux. Tu peux t'en trouver une à 1000 $ puis tu fais juste la soudure après. Ça peut-être coûté 1500, 2000 au total. Mais si on a calculé, on se sauvait 5000 $ de foin de moins de gaspillage pendant l'hiver, mais ça fait plus 3000. Fait que la mangeoire, elle se paye sans problème. Si je résume, dans le fond, ce qu'on a à retenir, on a parlé d'analyse de fourrage, d'analyse de nos animaux, donc bien évaluer tout ça, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe avant de décider de prendre une stratégie. Vous avez aussi parlé d'adapter si on peut, les installations qu'on a, donc comment on peut utiliser ça. On a parlé de sevrage. C'est à peu près ce Clôture électrique. De clôture électrique, ben oui. Les touchers aussi, s'assurer. Oui, ça, parce que les touchers, c'est le facteur le plus visuel de savoir si nos animaux ont manque d'énergie ou on a assez d'énergie. Puis, c'est important. Les vaches sont capables de maigrir durant l'hiver, mais s'ils commencent très, très maigres à l'automne, il ne faut pas qu'ils finissent juste la peau pesée au printemps. Il faut qu'on s'adapte avec les cheminements. Puis, si on a une ration, puis que les vaches ils maigrissent, mais là, il faut qu'on s'adapte avec ça. Là. Puis, des fois, ça peut être juste 4-5 vaches qui maigrissent parce que les autres sont super dominés, puis c'est les autres qui mangent tout le foin, puis les autres n'ont pas assez. Mais il faut qu'on réagisse, qu'on les enlève de là, qu'on fasse différentes choses, parce que sinon, on va payer pour. Ben, les vaches vont payer pour, puis les producteurs aussi en conséquence. Hein. Bon, puis une saison est tout le temps différente de l'autre. Là. C'est rare que tu as tout le temps 2 étés pareils, 2 printemps semblables. C'est extrêmement rare. Puis ça s'est vu depuis toujours, mais avant, on n'avait pas de médias sociaux, on se le partageait moins, mais les changements climatiques qu'on parle tant, là, c'est. Je parlais une couple de semaines avec un producteur, puis il m'a dit: « Ah oui, mon grand-père a déjà labouré au mois de janvier, en plein hiver. » Là. Puis dans ce temps-là, les personnes étaient super conservateurs. Puis là, je me suis dit, ben oui, j'ai dit, moi, mon grand-père aussi. Lui, il est de Québec, moi, je suis du Saguenay. Puis là, on s'est aperçu, c'était la même année, en 1931 ou en 1932, qu'il y avait eu du labour de fer au mois de janvier. Puis c'était pas avec des chevaux, c'était avec des taureaux, parce que les gens étaient assez pauvres dans ces temps-là. Fait on vit avec ça dans le futur, mais dans le passé aussi, il faut tout le temps se dire que ça va arriver, ces choses-là. Là. Mais c'est peut-être mieux de labourer à l'automne qu'au mois de janvier, de façon générale. Oui, mais cette année, je ne dirai pas tous les travaux que j'ai en retard, mais j'en ai une bonne liste. Est-ce qu'on a des questions? En fait, on a un commentaire de quelqu'un là, qui est à l'écoute et qui dit qu'il est d'accord avec les mesures préconisées là, dans un temps de sécheresse. Comme ça. Bon, merci. Donc, on était... Vous étiez pertinent. On vous remercie beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut. Donc, Jean-Thomas, Guy, Ève, merci d'avoir participé au webinaire. À la maison, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été au rendez-vous. Tout simplement, en fait, vous aviser que vous allez recevoir par courriel un questionnaire d'appréciation. Donc, on veut en fait connaître vos commentaires, comment vous avez trouvé ça, si vous avez des améliorations à nous proposer. C'est là pour ça. Donc, c'est un court questionnaire. Vous allez recevoir par courriel un peu plus tard aujourd'hui. Le webinaire va aussi être en rediffusion, donc d'ici cet après-midi. En fait, ça va être accessible sur la plateforme, donc uplus.upa.qc.ca. Vous allez voir tout au haut de la page, vous avez un lien webinaire. Donc, vous cliquez là et vous allez avoir l'accès aux différents webinaires qui sont organisés par l'UPA. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à très bientôt.